80% des journalistes pigistes, leur rêve, c'est d'avoir un CDI. Il y a de la concurrence entre les journalistes et entre les pigistes. On est tous un petit peu aussi précaires. La carte de presse, juste, est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes comment ça marche ? Pour avoir une carte de presse, il faut justifier de 3 mois à 650 € bruts de revenus de travail journalistique. Donc, par exemple, tu montes des fiches de paye de BFM TV, CNews, M6 pour un travail de journaliste. Et au bout de 3 mois, tu peux l'avoir. Ça te donne certains avantages, la gratuité dans les musées, les expos et un abattement fiscal de 7 600 € par an. Mon contact sur place me dit, dans 3 jours, il y a une grosse tempête de sable. Donc, il faut que vous veniez. J'envoie une équipe, on prend les billets. Enfin, c'est énormément d'argent. On y va et sur place, ils arrivent. Pas de tempête de sable. Pas de tempête de sable. Un petit truc, un petit brouillard, tu vois. Du coup, je me suis fait défoncer après. Quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai été avec une équipe et j'ai été envoyé sur place. Tu travailles pendant 1 mois non-stop, donc tu as des compensations et du coup, tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. T'as gagné combien pendant tout ce mois-là ? Genre 10 000 €? Non, peut-être pas, mais... Salut Lucas, ça va ? Hello, ça va ? Ouais, super. Trop contente que tu sois là et de faire cet épisode avec toi. Un épisode qu'on m'a beaucoup demandé. Journaliste, freelance, c'est comme ça qu'on dit finalement. Ouais, exactement. Pigiste. Pigiste. Ok, mais alors pigiste, c'est pas que pour de la presse écrite. Non, ça peut être la presse écrite, la télé, la radio, même le web. Alors tu vas nous expliquer un peu quel type de journaliste tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu travailles, qui es-tu Je te laisse te présenter. Je m'appelle Lucas, j'ai 32 ans et je suis journaliste depuis presque 10 ans maintenant. J'ai fait des études de journalisme, donc le parcours classique, licence, école de journalisme. Et j'ai commencé à travailler directement après la fin de mes études. J'ai commencé en chaîne info à LCI. Et très rapidement, je suis parti à l'étranger parce que j'avais envie de voyager, de découvrir le monde. Pour moi, le journalisme, c'était ça surtout. En Israël, où j'ai été embauché par une chaîne de télévision israélienne. Et je suis resté là-bas pendant 7 ans. Ensuite, je suis rentré en France il y a maintenant presque 1 an et demi. Et je suis de nouveau journaliste pigiste, donc freelance, journaliste indépendant pour différents médias télévisuels. Donc je travaille essentiellement pour la télévision. Quand tu étais en Israël, t'étais déjà freelance, pigiste aussi tu t'étais déjà lancé à ton compte ? Non. Quand j'étais en Israël, j'étais salarié, donc classique, en CDI. En fait, j'ai travaillé pour cette chaîne de télévision israélienne, donc ils m'ont embauché en CDI directement. Et ensuite, j'ai travaillé pour France Télévisions. En fait, France Télévisions a des bureaux dans plein de pays dans le monde et ils en ont un à Jérusalem. Donc, ils m'ont embauché. Là-bas aussi, j'étais en contrat CDI. En fait, ce qu'on appelle être pigiste, ça fonctionne surtout en France, mais dans les autres pays à l'étranger, on reste sur du salariat. Très clair, donc ça fait 1 an et demi que tu es à ton compte. Et donc, tu travailles pour, on va dire, toutes les chaînes d'infos, toutes les grosses chaînes d'infos de télé je travaille pour toutes les grosses chaînes de télé, donc France Télévisions, TF1, un peu moins TF1, mais TF1, M6. Je travaille pour BFM TV, pour France 24, voilà, principalement. Et donc, toi, tu fais que du terrain, ce qu'on appelle, ou du plateau. Explique un peu peut-être quel type de journaliste tu fais, parce que toi, tu fais pas de presse écrite. Non, je fais pas de presse écrite. Quand tu es journaliste à la télé, il y a en gros 3 possibilités. Il y a la première, c'est être caméraman, ce qu'on appelle JRI dans le métier du journaliste, journaliste reporter d'image, donc être celui qui est derrière la caméra, qui filme. T'es derrière la caméra, t'es jamais devant quand t'es JRI ? Non, toujours derrière la caméra. Ensuite, il y a le rédacteur, qui est plus devant la caméra, qui va mixer les sujets, souvent les monter, parler en direct à la télévision, écrire le sujet en fait, savoir comment on va l'organiser. Et il y a aussi le chef d'édition qui va plus être celui qui est en régie, qui va travailler dans la prod, construire le journal, faire le lien entre le terrain et la télévision. Pour dire par exemple, il y a un attentat, je sais pas où, on va prendre Lucas en direct là. Ça c'est le directeur de la rédac. Moi je suis rédacteur, donc du coup ce que je fais c'est que soit j'accompagne le JRI sur le terrain, on va faire un reportage, je sais pas, hier il y a eu cette manifestation en soutien aux Palestiniens à Gaza, on m'envoie place de la République aller faire un sujet sur ce qui se passe pendant la manifestation. Donc je suis avec le JRI, donc le caméraman, on fait des interviews, ensuite on rentre à la rédac pour faire un montage et raconter l'histoire en images. Ça c'est la première option. Ou alors on peut dire bon Lucas tu vas aller là-bas mais on va faire des directs là-bas, c'est-à-dire que tu vas raconter en direct tout ce qui se passe. On te prend à telle heure, on te prend à 4, 5, 6 heures et à chaque heure tu nous fais un petit update de ce qui va se passer, tu nous racontes, peut-être que tu prends un invité en direct, t'interviews des gens en direct.
direct. Et ça, ils te laissent de la liberté. En gros, ils te disent, bah, tu vas faire 2 minutes de direct, on va dire, toutes les 2 heures. Et donc, toi, tu dois rester sur place. Et entre chaque direct, tu dois te dire, OK, alors je vais parler de ça, voilà comment ça évolue. Donc, tu prépares un peu ton sujet pour le direct d'après, mais tu dois passer, en gros, la journée entière sur la manif ou sur le terrain. Ouais, exactement. Donc, ça dépend. Parfois, tu en fais 5 directs en une journée. Parfois, tu en fais 2. Ça dépend de ce qui va se passer. Mais moi, j'essaye toujours de veiller à faire évoluer le papier, expliquer que les choses ont changé, prendre des invités intéressants, parfois différents. Est-ce que c'est un truc propre à la France d'être toujours 2? Est-ce que parfois tu pourrais pas... Alors j'imagine que quand c'est un mouvement c'est difficile parce que la caméra tu peux pas la poser, donc il faut toujours qu'il y ait un cadreur, mais est-ce que ça freine de... Parfois ils cherchent un JRI, toi t'es pas JRI, ou tu vois, non, c'est vraiment 2 métiers différents? Non, il y a des JRI qui sont aussi rédacteurs, il y a des rédacteurs qui sont aussi JRI, ce qu'on appelle être biqualifié. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait des économies comme dans tous les milieux, et du coup parfois on envoie le caméraman tout seul sur le terrain, on lui dit ce qu'il faut faire, enfin ça arrive de plus en plus souvent d'ailleurs. Et donc le rédacteur, il reste à la télé et on lui envoie les images en direct et il monte le sujet pour que ça aille plus vite, quoi. Donc ça économise quoi? Frais de déplacement? Ouais, et puis ça fait en sorte que on peut avoir le sujet plus rapidement. Là, tu m'as cité les grosses chaînes françaises, tu travailles un peu avec toutes. Quel est l'intérêt pour elles d'avoir des freelances, d'avoir des pigistes? C'est une bonne question. Ouais, il y a quand même un volant de personnes en CDI dans les rédactions. J'imagine. Mais je pense que c'est en fonction de l'activité, en fait. Et que ça coûte trop cher d'employer des gens en CDI tout le un temps, plus grand alors nombre. Que parfois, il n'y a pas beaucoup de besoins voilà. de sujets chauds. Ouais, en fonction de l'actualité. Parfois, on va avoir de gros besoins. S'il y a un gros événement, il va falloir déployer plus d'équipes et donc avoir recours à des pigistes. Je pense que c'est surtout que elles s'y retrouvent financièrement, les rédactions, à pas embaucher des gens en CDI, à pas payer la mutuelle, etc. Toutes les prestations sociales, toutes les cotisations sociales qu'il faut. En fait, c'est plus économique d'embaucher des pigistes en one time, en one shot. Comment ça fonctionne? Toi, tu as quand même différents types de prestations où c'est toujours, en fait, on t'appelle et on va te faire bosser une journée, une demi-journée, soit pour aller quelque part, soit pour venir en plateau, faire un sujet que tu dois préparer. Est-ce que ça, c'est toujours à peu près Enfin, il y a une moyenne, c'est toujours à peu près pareil? Ça dépend à peu près des chaînes de télé, en fait. Et aussi de l'heure à laquelle tu vas venir. Et du jour. Par exemple, on va dire qu'en moyenne, c'est 170 € net la journée. Donc, ils te bookent pour une journée. Ça veut dire... Parfois, ils te bookent pour 3 jours. Ils peuvent t'appeler et te dire est-ce que tu es dispo jeudi, vendredi, samedi. Oui, mais ils te bookent en général rarement moins qu'une journée, quoi. Ouais. Cette journée leur est dédiée, que ça te prenne 2 heures ou toute la journée, en gros, ils te bookent pour la journée, quoi. Non, ils te bookent à partir... Par exemple, aujourd'hui, je suis booké de 15h à 22h. Donc c'est assez précis. Ils te bookent sur une plage horaire. Parce qu'en fait, souvent, dans une chaîne de télévision et les chaînes en toute info, l'info ne s'arrête jamais. L'actualité est toujours là. Donc il y a toujours quelqu'un. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc ils ont toujours des besoins et ils te bookent sur une plage horaire. Une vacation, ça peut être de 6 à 8 heures. Donc par exemple, aujourd'hui, je suis booké de 15h à 22h. Le tarif va varier en fonction de ça. Il y a un tarif de base qui dépend de la chaîne. Donc en général, c'est 170 net pour un métier de reporter comme moi. Hein. Si t'es JRI, c'est un peu différent. Si t'es chef d'édition, c'est différent. Si t'es présentateur. JRI, c'est mieux payé ou moins payé? Je pense que c'est un peu mieux payé. Ok. Rédacteur, 170 €. Mais par exemple, comme je vais terminer ce soir à 22h, j'ai 20 € de prime de nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par net? Ça veut dire que tu me donnes un chiffre pour lequel t'as déjà payé l'URSSAF ou... Le chiffre que je te donne, c'est ce qui paye tombe dans mon compte en banque à la fin du mois. Enfin, pour une journée. Mais après, tu dois payer... Non, il n'y a pas d'URSSAF parce qu'en fait, ils t'embauchent sur des petits CDD. Et une pige, par exemple, là aujourd'hui, je suis embauché sur un CDD d'une journée. Donc, tu n'as aucune charge à payer? Non, sauf les impôts à la fin de l'année, quoi, les impôts comme tout le monde. Donc 170, 175 plus 20 € de prime, c'est ce que par exemple tu vas gagner aujourd'hui de 15 à 20. Ouais, et parfois tu fais des horaires horribles. France 24, comme c'est une chaîne vraiment internationale qui diffuse n'importe où dans le monde, ils ont une antenne de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc parfois je travaille de 23h à 5h du mat. C'est hardcore, mais... c'est hardcore en effet, ouais. Et en plus, ça te bloque ta journée d'avant et ta journée d'après. Donc oui, mais par exemple pour ça, tu as une prime de 50 € net. Ça te fait plus de 200 € la nuit, quoi. Pas mal. Donc voilà, en fonction des chaînes, c'est différent. Par exemple, M6, quand tu travailles le dimanche, ils te payent 1,5 fois 1,5. Donc ça, tu te retrouves avec pas mal. France Télévisions, ils ont encore une autre grille. Par exemple, là, j'ai travaillé pour France Télévisions. C'était pas long. J'ai fait 5 heures en plateau à commenter l'actualité en Israël.
et ils m'ont payé 200 €. Donc ça peut varier. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire de 15 à 22? Là, c'est pas du terrain, c'est du plateau? Non, aujourd'hui, c'est vraiment, je vais rester au desk, qu'on appelle au desk. Donc, je vais monter un sujet avec des images qui nous seront envoyées par soit une agence, soit un caméraman. Mais je suis dédié aujourd'hui au journal de l'économie. Tu as en généralement 3 heures 3 à 4 heures pour le faire et tu montes un sujet, parfois 2 heures. Et les montages d'images, qui sont des choses assez simples, hein, quand c'est du news, tu mets à la suite certaines images photo-vidéo. C'est toi qui le fais, techniquement aussi? Ouais. Donc t'es monteur en soi. Ouais, je suis monteur, ouais. Donc on va dire qu'on est sur une moyenne de 175 € net, car c'est un CDD par pige, donc par presta, si on dit ça comme ça. T'en fais combien par mois, sachant que t'es à ton compte? Alors moi, je suis un peu work alcoolique, donc j'ai tendance à en faire trop, à me cramer. Donc, à jamais dire non? À jamais dire non. Et c'est une erreur, je pense. Enfin, tout le monde me le dit, donc je le sais que c'est une erreur, mais j'ai toujours peur, la fear of missing out, la peur de manquer. Peur de manquer. Ouais, donc j'en fais plus de 20 par mois. Donc, ça veut dire que tu travailles tout le temps, quoi, tous les jours? Ouais, je travaille tous les jours. Enfin, tu travailles tous les jours ouvrés, quoi. Ouais, tous les jours. Non, mais parce que tu peux travailler le week-end aussi. Parfois, je peux travailler 6 jours, 7 jours de suite. On va dire que j'en fais environ 22 par mois. 22 par mois. 22 fois 175. 3850, c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est énorme. C'est beaucoup de boulot, quoi. Ouais. Et alors, donc ça, c'est comme si tu travaillais un... Mais tu peux en faire moins, si tu veux. Oui, bien sûr. Mais donc, plusieurs questions après ça. C'est comme si tu travaillais un CDI temps plein, un gros CDI temps plein même, parce que un peu plus que 5 jours par semaine. Donc là, tu donnes l'impression, enfin, ce chiffre donne l'impression qu'il y a du boulot tout le temps pour tout le monde quand t'es pigiste. Est-ce le cas? Ou est-ce parce que tu es très fort, très bien positionné depuis longtemps? Est-ce entre les deux? Comment ça marche? Ben, moi, j'ai tendance à penser que si tu es disponible et que tu es efficace, oui, il y a du boulot pour les pigistes en télévision. Mais il faut être... Il n'y a pas de pigistes qui crèvent la dalle? Si, il y en a, mais... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a du boulot, ouais. En télé, il y a du boulot, mais il faut démarcher les rédactions. Et puis aussi, ce que tu fais, c'est pas toujours très intéressant, quoi. Il y a des journalistes qui veulent faire des choses plus long terme, plus de l'investigation, etc. Et ça ne les intéresse pas de faire une pige télé. On est à peu près 3800 € par mois pour les piges. C'est vraiment pas mal, mais en effet, il faut beaucoup bosser. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ouais, moi personnellement, je donne des cours de journalisme dans une école de journalisme. École de journalisme à Paris. Donc, école de journalisme à Paris, dans le 15e. C'est une école pour laquelle je donne des cours d'anglais. D'anglais journalistique. Anglais journalistique, c'est mieux déjà. Et donc là, pour les revenus, on est sur une autre formule, parce que je suis auto-entrepreneur sur ça, et ils te payent 60 € de l'heure. 60 € de l'heure, c'est pas auquel il faut mal. enlever l'URSSAF. À la fin, c'est 40 €. Ok, oui, c'est à peu près ça. Et ça, tu fais quoi? T'en donnes je donne 2 heures par semaine? 2 cours de 2 heures? C'est plus, c'est par semestre qui fonctionne. Donc, oui. Ouais, c'est quelque chose comme ça, entre 2 et 4 heures par semaine pendant 3 mois. Mais donc finalement, quand même, 4 heures de cours par semaine sur 3 mois, ça te fait quand même 160 € par semaine. Sur les 3 mois, entre 600 et 700 € par mois. Sur quelques mois, si on considère que là, on est en semestre, il y a école en ce moment, donc t'es payé aussi pour ça. Tu gagnes à peu près 3800 € si tu travailles vraiment 22 jours sur un mois, plus 640, t'es à quasiment 4500 € net par mois. Encore une fois, de mon point de vue extérieur, pur cliché, ça me paraît vraiment très bien gagner sa vie pour un journaliste. Parce que les journalistes ont la réputation de pas si bien gagner leur vie pour la plupart d'entre eux, mis à part les journalistes qu'on appelle stars, qui sont rédac-chefs / présentateurs de très grosses émissions, comme on les connaît tous. Ce 4500 €, il a été dur à atteindre au début quand t'es arrivé en France, il y a 1 an et demi. T'as dû te faire un réseau. Bon, t'en avais peut-être un peu, mais... Ouais, non, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai été longtemps en Israël. J'ai été là-bas pendant le 7 octobre et après, donc pendant une guerre. Sur un CV de journaliste, c'est une carte de visite. Et je faisais déjà de l'antenne, donc j'avais une tête qui était assez déjà connue dans les rédactions et ça a été facile de me faire embaucher par d'autres rédactions. Quand je suis arrivé, j'étais pas direct à 3000, 4000 € net par mois. C'est venu petit à petit, mais on va dire qu'au bout de entre 4 et 6 mois, j'avais mon rythme de croisière. Mais c'est bien payé. Il faut savoir que dans le journalisme, la presse écrite, c'est le moins bien payé.
Ensuite, la radio, c'est un petit peu mieux payé, mais pas ouf non plus. Ok. Et la télé, c'est ce qui paye le mieux. Donc ça veut dire que comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux peut-être expliquer les différentes piges? Si je suis pigiste de presse écrite, je vais pas vraiment être payée à la presta, je vais être payée au feuillet, c'est ça? Ou au mot? Oui, c'est ça. Je connais pas bien parce que j'en ai jamais fait, enfin très peu. J'en ai fait très peu, mais en effet, tu es payé au feuillet et c'est 1500 signes un feuillet. Ok. Et ensuite, ça va défendre des rédactions, combien elles payent. Fois la télé, comment ça se passe là? La télé, t'as envie d'y rester? Explique-moi peut-être un peu comment aussi ça fonctionne, ce fait d'être tout feu tout flamme dans plein de rédactions différentes. Je pense pas que ce soit du long terme en fait. Je pense pas que ce soit quelque chose que je puisse faire sur le long terme et dont j'ai envie surtout de faire sur le long terme parce que c'est épuisant et puis t'as pas l'impression d'avoir vraiment de cap, de direction. Un jour tu fais quelque chose, le lendemain quelque chose d'autre, le troisième jour encore quelque chose d'autre, à chaque fois avec différentes personnes dans différentes rédactions. Donc on perd un peu la tête quoi. Donc moi ce que j'aimerais faire c'est plus me concentrer sur des projets un peu plus long terme, de l'investigation, du magazine, des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et pouvoir les vendre à des rédactions de manière clé en main, quoi. Vendre le sujet, leur dire j'ai ça, est-ce qu'on peut le faire ensemble, voilà. Ok, donc ça c'est une pratique qui se fait aussi. Ouais. C'est tu vends des reportages, des mini-reportages. T'es pas obligé d'être un reportage de, c'est quoi, le 52 minutes. Tu peux aussi vendre des sujets de 10 minutes qui vont être pris par exemple par les JT, c'est ça? Ou plus par les émissions. Les émissions, ok. Mais souvent, il faut passer par une boîte de prod et c'est elle qui va te produire en fait. Ils vont te fournir un caméraman, ils vont te fournir un banc de montage et ils vont contacter la chaîne et pour essayer de vendre ton sujet. On rentre dans un contexte où tu as envie de faire un truc, mais tu es quand même dépendant de la boîte de prod pour le faire. Est-ce qu'il y a un cas de figure où tu pourrais aussi, entre guillemets, prendre le risque avec donc investir toi-même avec l'argent que tu as, donc tu payes ton déplacement, tu payes ton caméraman, tu payes tout, tu montes le sujet et il est prêt, donc c'est comme un reportage, un mini reportage, et ensuite là tu vas avoir une chaîne ou une boîte de prod qui bosse pour une chaîne en leur disant j'ai ça, est-ce que vous voulez l'acheter, ça coûte tant. Ça moi je m'y connais pas très bien dans ça, mais justement c'est ce que je pense que je vais faire là, parce que j'ai une idée, là j'ai un scoop, je sais que c'est un truc trop bien et il faut que je le fasse en fait. Et donc j'ai contacté quelques boîtes de prod qui sont moyennement chaudes, qui soufflent un peu le chaud et le froid, je les sens pas. Et moi je sais hyper à fond. Hyper à fond. Et moi je sais que je vais le manquer le truc là dans quelques jours. Si je le tourne pas le sujet, ça va me manquer. Donc je pense que je vais avancer les frais en effet. Comme ça j'aurai les images, j'aurai les rushs avec moi. Et ensuite dans un second temps, je dirais, je peux contacter directement. C'est aussi possible de contacter directement des chaînes de télé, de leur dire j'ai ça. C'est une pépite, achète-le. C'est une pépite. Quand est-ce que, enfin voilà. Ouais, c'est une pépite, achète-le, monte-le. Et il y a des chaînes qui sont prêtes, si c'est un vrai scoop, à payer. Pour un petit reportage comme ça, une chaîne, elle paye minimum 800 € la minute. Donc ça se fait, c'est une pratique. Ouais. Si toi, t'arrives, t'avances tout, c'est aussi à ça que ça sert de travailler autant, hein, finalement. C'est que t'as les moyens, t'as de l'argent de côté pour aller investir un petit peu dans des trucs auxquels tu crois. C'est ça qui est intéressant, je trouve, te concernant. Et puis t'as un réseau aussi. Vu que je travaille un peu dans toutes les chaînes de télévision, je connais les rédacteurs en chef, tu vois, je peux... Ils te font confiance. Ouais, et tu leur dis, écoute, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Je le fais moi-même, mais vous m'embroussez après, vous me payez. Et ça se négocie. La minute se négocie, mais je sais que à TF1, c'est en moyenne 800 € la minute. Au sein d'une émission, je me rends pas compte, ça peut aller peut-être jusqu'à 6 minutes. Ouais, voilà. Comme ça. Tu vois, un truc magazine, ça peut aller jusqu'à 5-6 minutes. Ouais. Après, c'est pas forcément des investigations de malade. J'ai un pote qui s'est installé au Maroc, là. Il fait des sujets hyper good vibe sur le Maroc. La vie au Maroc, les retraites de... je sais pas, c'est quoi les Français, ces Français de yoga. Ces Français qui se sont installés au Maroc et qui vivent la belle vie. Ou alors ces Français qui se marient au Maroc et il fait des sujets hyper cool. Ou alors sur la Coupe du Monde, il va y avoir la Coupe du Monde au Maroc, comment le Maroc s'organise. Mais donc ton objectif, quand tu es journaliste d'actu comme tu es, et ça c'est vraiment ton domaine d'expertise, c'est aussi quand même un peu d'aller investiguer, donc faire des... T'aimerais peut-être même faire un 52 minutes en entier. Est-ce que ça c'est un de tes objectifs, un de tes rêves ou... Ouais, c'est un de mes rêves, c'est un de mes rêves clairement, mais je sais pas encore. Enfin, moi je fais des sujets de 3-4 minutes, je sais pas tellement comment construire un 52 minutes, mais je pense que je vais d'abord faire 26. C'est ça. Et ensuite 52. Mais oui, ça fait partie de mes rêves de produire un long, de faire comme ça. Mais j'ai plein de rêves en fait. Là, du coup, je suis rentré à Paris
Paris depuis 1 an et demi, je Mm. pense que j'ai à nouveau le rêve de partir en correspondance Ok. ailleurs, parce que je trouve que c'est quand même dans la correspondance à l'étranger que tu t'éclates le plus en tant que journaliste. C'est vrai. Mm. Et pourquoi? C'est un peu toxique quand même d'être à Paris où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition entre les journalistes, dans des rédactions où il y a beaucoup de frustration aussi parmi les journalistes. Alors que quand tu es à l'étranger, tu es loin de tout ça, tu parles juste avec eux par téléphone et tu vis, tu vois du pays, tu rencontres du monde, tu vis des expériences intenses, tu es tout le temps sur le terrain. Moi, c'est aussi ce qui me plaît aussi. La concurrence, explique-moi un peu entre les journalistes que tu disais, ce truc un peu malsain. C'est-à-dire que, est-ce que tu te retrouves, je sais pas, couvrir une affaire devant le tribunal? Est-ce que c'est un peu la guerre des infos? Il y a de la rétention d'infos entre les journalistes. Ah, il est rentré à telle heure, faut aller regarder. Ouais. Est-ce que ça se bouscule? Comment ça? Tu peux m'en parler un peu? Comment ça marche tout ça? Bah ouais, il y a de la concurrence entre les journalistes et entre les pigistes. On est tous un petit peu aussi précaires. Ouais. On sait qu'on a un contrat à la journée. Il y en a beaucoup qui rêvent d'avoir un CDI. Ah, ça c'est un truc. Ouais, ah ouais. Toi, tu viens de l'inverse, donc toi, tu le racontes pas du tout comme ça. Mais en effet, j'avais pas pensé à ça. 80% des journalistes pigistes, leur rêve, c'est d'avoir un CDI. À Paris. Mais Wow, ok. moi, c'est pas mon. Toi, tu racontes l'histoire inverse en fait. Je suis pas C'est ça qui est tellement dans marrant. cette optique-là, mais Ouais. c'est vrai que par moment, je me dis aussi que ça me reposerait à l'esprit d'avoir un CDI, d'aller tous les jours à la même chaîne et tout, mais je pense que je gagnerais moins. Tu me fais pas l'effet de quelqu'un qui a envie d'avoir l'esprit reposé tant que ça. Il y a des journalistes aussi qui... Enfin, tu peux vouloir... Ce qui est bien aussi dans le métier, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des journalistes qui veulent plus, par exemple, se tourner vers la présentation. Ils disent, moi, mon but, c'est de devenir présentateur. Il y a des journalistes qui disent, moi, j'ai plus envie d'être rédacteur en chef, d'organiser, de construire un journal. T'aimerais pas, par exemple, avoir une chronique fixe dans une émission où t'es le chroniqueur X de telle émission Si, ça me plairait. Ça me plairait, Ok. mais sur certains... Sur certaines émissions très précises, quoi. Sur certaines émissions très précises et sur certains dossiers. Pas sur... par exemple, être chroniqueur culture, moi, ça m'intéresse pas. Chroniqueur économie, ça pourrait m'intéresser. Là, je le fais cet été, d'ailleurs, pour remplacer... je le fais sur France Télévisions. Je vais être chroniqueur international pendant 2 semaines, tous les matins, Ok, pendant le génial. mois d'août. Et ça va être cool. Je l'ai jamais fait et tout. Ça va être, je pense, assez De faire intense. du régulier, Ouais, c'est bien. pendant 2 semaines, tout pour la matinale, donc ça va être se lever tôt, mais ça va être sympa. Mais je pense qu'au bout de 2 semaines, j'aurai envie de... Tu seras rincé, Ouais. ouais. La concurrence, pour en revenir, oui, il y a de la concurrence effrénée entre les journalistes aussi, et c'est à Paris, mais en même temps, c'est aussi à l'étranger. Hein. Et peut-être qu'à l'étranger, un peu moins. Tu sens un peu plus de solidarité entre les journalistes français. C'est vrai qu'à un procès ou... Parce que les procès, t'as quand même besoin. Souvent, il va y avoir un ou deux journalistes qui a un peu toutes les infos. Et soit il joue, soit il est un peu fair play et il donne les infos à tout le monde. Soit il veut absolument se garder l'exclu. Enfin, est-ce qu'il y a des journalistes qui sont quand même un peu plus. Bah ouais, non, mais par exemple, c'est pas sur un procès, mais c'était sur un truc où je l'ai un peu eu mauvaise, où on était en Israël. Ouais. Et c'était un moment où il y avait des otages qui étaient libérés petit à petit et tout. Des otages de Gaza qui étaient libérés petit à petit. Et on voulait avoir le père d'une otage. On cherchait tous les journalistes, on cherchait le père de cet otage. C'était une otage française, Miachem. On cherchait son père, à contacter son père. Et j'étais avec des journalistes de BFM, ils nous disaient non, on ne trouve pas non plus, on l'a pas et tout. Et 5 minutes après, je vois qu'ils sont partis un petit peu plus loin. Et en fait, ils étaient partis, ils avaient dégoté le numéro du père et ils avaient réussi à le choper et ils sont partis l'interviewer dans une voiture à l'abri des regards de tout le monde pour avoir l'exclu eux et que nous on l'ait pas. Ouais, d'ailleurs ces journalistes je les ai dans le collimateur quoi. La prochaine fois je leur donnerai pas ouais. Les guerres de journalistes. Il y a beaucoup en dehors de quand tu es sur le terrain, pendant les sujets, quand c'est chaud et tout, est-ce que tu dois beaucoup te vendre ou est-ce que toi, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu es déjà super bien avec tous les rédac chefs, mais est-ce que la concurrence est rude aussi pour choper les piges? Bah ouais, parfois c'est compliqué. Il faut aussi avoir le bon numéro de quelle personne appeler dans quelle télévision parce qu'il n'y a jamais des offres de travail, de pige. Et on t'appelle pas. C'est Non, pas, c'est toi qui dois tous les jours démarcher. Non, au début, c'est toi qui dois démarcher. Le secrétaire général de la rédaction dans une rédaction est celui qui va manager et qui va s'occuper du recrutement. Et donc, dans chaque rédaction, on en a un dont il faut choper le numéro, le contact, quoi.
pour lui proposer tes services. Et une fois que donc tu lui proposes une maquette, tu lui envoies des sujets que tu as fait, des interventions de toi, il va dire ok, on te prend dans le pool de pigistes. Ok, oui, donc ça commence par là. Ok. Ouais, et une fois que tu es admis dans le pool de pigistes, on t'appelle régulièrement. Mais encore une fois, tu n'es pas à l'abri qu'on arrête de t'appeler pour aucune raison vraiment valable. Par exemple, moi, à M6, là, ça fait 3 mois qu'on ne m'appelle plus. T'as été sorti du pool, Lucas? Non, mais j'y étais l'autre jour là parce qu'ils avaient un besoin. Mais tu vois, peut-être que j'ai été sorti du pool, je sais pas, peut-être que. Mais comme j'ai d'autres employeurs, ça va. Mais c'est ça qui est toujours un peu tricky dans le milieu, c'est que quand t'es pigiste, t'es pas. T'es pas sécurisé. Mais c'est aussi peut-être pour ça que tu dis oui à tout, comme tu disais au début, et que tu as du mal à dire non parce qu'en fait, t'as aussi tout le temps. Alors il y en a qui peut-être gèrent cette peur-là en faisant confiance en l'avenir. Mais t'as peur qu'en fait ils arrêtent de t'appeler, donc tu prends tout maintenant pour un peu emmagasiner. Exactement. Quoi. Tu fais ton mois. Au début, tu te dis il faut que je paye mon loyer, il faut que je fasse mon mois. Et après, ça s'ajoute. Mais c'est un petit peu aussi piégeux parce que souvent, on t'appelle longtemps à l'avance pour les dates dont personne ne veut. Les dates de merde, c'est-à-dire travailler le week-end, hyper tôt le matin ou travailler hyper tard le soir. Et du coup, j'accepte. Et c'est après seulement que les bonnes dates vont arriver un petit peu au dernier moment. Est-ce que c'est possible qu'une chaîne arrête de t'appeler parce que t'es trop catégorisé une autre chaîne? Ah non, lui on le voit tout le temps sur machin, il faut qu'on arrête de le mettre chez nous. Ouais, ça peut. Si t'es un peu trop maqué avec une chaîne, est-ce que tu peux aussi perdre d'autres trucs? Je sais pas. En fait, il y en a qui mettent ça. Justement, BFM TV te demande de ne pas faire d'antenne sur LCI ou sur CNews. Donc toi, t'es sur ces chaînes spécialisées là, tu dois être maqué avec l'une. Ouais. Ok. Et CNews te demanderait la même chose, tu penses? CNews, je travaille pas avec eux, mais je pense pas. Je pense qu'il y a que BFM TV qui fait ça, mais je sais pas. Je trouve ça bizarre en fait de faire ça, mais parce que on est pigistes les gars, genre. Dans ces cas-là, embauche-moi quoi. On a besoin de travailler. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce qu'on pense de toi quand t'as commencé il y a 10 ans? Ça commençait aussi les brutes, etc. On était au tout début. Maintenant, dans les médias d'infos digitaux, il y en a plein. Il y a aussi plein de créateurs de contenu qui n'ont pas de carte presse. Tu vas peut-être expliquer en 2 secondes après comment ça marche la carte presse, parce juste qu'on le rappelle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça vous fait bouger les trucs en télé? Est-ce que toi, ça te donne envie? Est-ce que tu pourrais aller faire des pitchs pour Hugo Décrypte ou autre, ou Brut, ou là, je cite que ces deux-là, il y en a plein d'autres. Hugo Décrypte, je pense pas, parce que c'est pas vraiment. C'est plus du décryptage de l'actualité. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment de l'info. Oui, il y a moins de reportages. Ouais, moi, je regarde pas vraiment Hugo Décrypte parce que j'ai l'impression que c'est de la vulgarisation à l'extrême. Enfin, je dis pas que ça a le mérite d'exister, mais j'apprends rien en fait quand je. T'apprends rien parce que t'es journaliste. Après, il y a plein de gens et de jeunes, tout le monde le sait, c'est la majorité de son audience, pour qui justement cette vulgarisation leur permet d'accéder aux infos. Parce qu'ils vont pas aller regarder ni TF1, ni BFM, ni M6, ni rien. Quoi. Ouais. Non, mais après, je suis conscient que travailler à la télé, c'est un truc de vieux et tout. Mais oui, ça m'intéresserait, moi, de travailler avec, par exemple, Blast. Je trouve qu'ils font des super trucs. Vice. Ça m'intéresserait. Même Combini, je trouve que c'est sympa par moment. Mais je sais pas encore comment. J'ai l'impression que quand tu travailles pour des médias comme ça, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, il faut être encore plus multiqualifié, c'est-à-dire à la fois pouvoir manier la caméra, le montage, la voix. C'est des choses que je sais faire, mais je suis moins spécialisé dans ça. Mais j'aimerais aussi acquérir cette compétence, cette corde à mon arc. Et je n'exclus pas du tout de travailler pour des médias sociaux à l'avenir. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est hyper intéressant de voir aussi que tu as le monde dans les médias traditionnels de la télé, où chaque compétence est quand même vraiment dans sa ligne de nage et tout. Et en effet, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus caméléons, il faut savoir tout faire, faut machin. Mais c'est mieux, ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je demande que ça à apprendre. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, mais tu peux te former, toi. Là, si demain tu veux apprendre à cadrer pour être JRI complet, et savoir faire un multitâche, tu pourrais te former, oui. Ouais, je pourrais me former. Mais c'est cher une formation pour manier la cam. Ah ouais? Ouais. Mais ces médias sociaux, ils utilisent beaucoup l'iPhone. Et ça, par contre, c'est... Ils utilisent l'iPhone ou des mini-cams qui, en fait, n'ont pas besoin de beaucoup de technique. C'est un peu maintenant... c'est un peu l'avenir de
de l'image, quoi, en journalisme. Mais même à la télé, on utilise beaucoup aujourd'hui. Dans les JT, on utilise beaucoup l'iPhone. Ah ouais? Ouais. Et la carte de presse, juste, est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes comment ça marche? Pour avoir une carte de presse, il faut justifier de 3 mois à 650 euros brut de revenus de travail journalistique. Donc, par exemple, tu montes des fiches de paye de BFM TV ou de CNews, M6 ou n'importe quoi, ou Blast, Combini, pour un travail de journaliste. Et au bout de 3 mois, tu peux l'avoir. Ça te donne certains avantages, la gratuité dans les musées, les expos, et un abattement fiscal de 7 600 euros par an. Il faut que le média soit catégorisé dans ce qui fonctionne dans une carte de presse, quoi. Oui, il faut que le média soit catégorisé, enfin, média en fait, il faut que ça soit un média, et il faut qu'aussi à l'intérieur de ce média, tu fasses un boulot de journaliste. Par exemple, si tu fais un métier de graphiste, ça marche pas. Ou de technicien, parce qu'il y a beaucoup de techniciens, par exemple, à la télé, énormément. C'est très technique, enfin, il y a beaucoup de technologie. Donc ça, tu n'as pas une carte de presse. Et aussi, une carte de presse, ça te donne droit à de l'ancienneté au bout d'un moment. C'est-à-dire que les médias fonctionnent souvent avec des grilles. Donc au bout de 50 cartes de presse, ton tarif va augmenter. Par exemple, la France Télévisions t'augmente de 30 euros, je crois, la pige. Donc toi, c'est ce qui t'est arrivé, puisque tu as 10 ans. Non, moi j'ai un petit peu... En fait, moi comme je suis parti longtemps à l'étranger... Là, t'as pas de carte de presse? Si, j'ai une carte de presse, mais j'ai pas beaucoup d'ancienneté parce que je suis parti à l'étranger pendant 7 ans, et que comme j'étais à l'étranger, je n'avais pas de carte de presse française. Ah donc, oui, c'est ça fonctionne pas. Officiellement, je crois que j'ai que 4 ans, alors qu'en fait, j'ai T'as 10 ans, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. Ce que je remarque là, quand même, depuis tout à l'heure de ce qu'on se dit, c'est que tu peux être super successful, bien gagner ta vie, mais il faut vraiment, vraiment que la valeur travail soit au centre de tout, quoi. Enfin, il faut avoir envie de bosser, parce que tu me fais l'effet de quelqu'un qui est quand même super bosseur, et il faut vraiment avoir envie, quoi. Ouais, et spécialement dans le journalisme, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et même quand tu fais ton métier, par moment, t'es frustré, quoi, parce que t'as envie de faire... Il y a une hiérarchie dans le journalisme, en fait. Tout ne se vaut pas. C'est-à-dire, oui, t'as envie de... Pour moi, c'est plus prestigieux d'être sur le terrain, de faire des reportages au long cours, loin, que rester à la rédac et présenter le journal, quoi. Mais j'ai du respect pour les présentateurs, mais pour moi, c'est quand même plus prestigieux d'être vraiment les mains dans le cambouis sur le terrain. Oui, bien sûr, c'est aussi un rapport au risque que tu prends. Et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il y en a beaucoup qui veulent le faire. Et qu'est-ce qui fait que tu y arrives ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui sort d'école, qui est dans l'école ou un de tes étudiants et qui veut faire du reportage terrain à l'étranger ? Moi, je pense qu'il faut tout de suite partir, en fait. C'est ce que j'ai fait. Tu pars tout de suite. Et souvent, en fait, les rédactions françaises, il faut avoir de la chance aussi, être au bon endroit au bon moment. Toi, c'est ce qui t'est arrivé ? Je parlais avec une pote, justement, hier, qui est en Colombie et qui galère, en fait, parce que ça intéresse pas les rédactions françaises, ce qui se passe en Colombie. Par exemple, il y a 3 jours, il y a eu un candidat à la présidentielle qui s'est fait tirer dessus. Elle me dit, j'arrive pas à vendre l'histoire, ça intéresse personne, alors que c'est dingue, tu vois, c'est super important. Mais dans les rédactions françaises, ce qui intéresse, c'est le Proche-Orient, l'Ukraine, les États-Unis ou l'Europe, quoi, ce qui se passe en Espagne, au Royaume-Uni. Donc, il faut choisir bien sa zone. Et je pense que oui, pour un jeune journaliste qui veut faire du terrain, il faut partir dans une de ces zones et il y aura toujours des besoins, tu vois. Et c'est comme ça que tu commences à faire du terrain et c'est comme ça que tu fais tes preuves. Et une fois que tu as fait du terrain, t'es considéré comme solide et fiable. C'est quoi le truc que tu préfères dans ce métier ? Être sur le terrain, rencontrer des gens, voyager, être dans des situations bizarres parfois, voire dangereuses, avoir l'adrénaline. Il y a un truc que t'aimes le moins ? Les horaires décalés. C'est vrai ? Les horaires décalés, ouais. Et l'instabilité. Enfin, c'est surtout pour la télé, du coup. Les horaires décalés et l'incertitude sur l'avenir, la précarité du métier. Ça, c'est pesant. Mais précarité du métier, toi, c'est plus l'incertitude. Parce que la précarité, finalement, toi, tu fais partie de ceux qui arrivent tout le temps à trouver du boulot, j'ai l'impression. Bah ouais, mais ça peut toujours s'arrêter, tu vois. Par exemple, là, cet été, je suis bien, mais pour le mois de septembre, je sais pas, j'ai rien pour l'instant. Mais je sais que ça va se remplir. Par exemple, M6, là, ils ont arrêté de m'appeler, je sais pas pourquoi. Tu sais pas si quelqu'un d'autre arrêtera de t'appeler, quoi, Ouais, s'il y a d'un coup 2 chaînes qui arrêtent de m'appeler, je suis mal. Est-ce que t'as une histoire, ta pire galère, une grosse galère qui t'est arrivée en reportage ? Dans ta carrière de journaliste. Ouais, j'en ai plusieurs, c'est pas des grosses galères, mais c'est un peu des trucs qui la foutent mal. Par exemple, j'étais
donc au bureau de France Télévisions à Jérusalem et on couvrait toute la région du Moyen-Orient. Et on a proposé un sujet sur... en fait, il y a des tempêtes de sable qui sont très graves en Irak. Et elles sont de plus en plus importantes à cause du réchauffement climatique. Elles paralysent, pendant plusieurs jours, elles paralysent Bagdad, elles paralysent la vie, tu peux rien faire. Ça aussi entraîne des maladies, etc. Et donc, on dit au journal de France 2, on va faire un sujet sur ça. On propose, ils nous disent, ouais, génial, c'est une super idée et tout. Et donc, je contacte des gens là-bas, etc. Je commence à monter le reportage, on dit on va partir et tout. Mon contact sur place me dit, dans 3 jours, il y a une grosse tempête de sable. Donc, il faut que vous veniez, vous filmez et tout. On va faire un super truc et tout. Donc, je prépare tout le reportage. J'y allais pas moi personnellement, mais j'envoie une équipe et tout. Et on prend les billets. Enfin, c'est énormément d'argent. Et on y va. Et sur place, ils arrivent. Pas de tempête de sable. Pas de tempête de sable. Un petit truc, un petit brouillard, tu vois. Et là, tu vois, ça la fout mal parce que... Enfin, c'est pas une galère, mais si, ça la fout mal parce que tu t'as engagé des frais très importants pour ta télévision. Et qu'est-ce que tu vas dire à ta rédaction? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est arrêtée ou c'est juste toi qui avais une mauvaise info? C'est moi qui avais une mauvaise info, mais c'est mon erreur, tu vois. J'aurais pu checker sur les sites de météo, je sais pas quoi, que la tempête n'était pas si importante, quoi. C'est le fixeur, ce qu'on appelle un fixeur. C'est le mec avec qui tu bosses sur place qui m'a entourloupé, quoi. Du coup, je me suis fait défoncer après. T'imagines que je me suis fait défoncer, mais c'est arrivé sur des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que tu as essayé de faire le sujet quand même? Non, mais si, regarde, il y a quand même vachement une tempête. Zoom sur le nuage au loin. Non, c'est tombé à l'eau. Et est-ce que tu as un truc qui est ton plus gros coup? Un de tes plus gros succès ou un gros coup où d'un coup tu as gagné plein d'argent ou tu as été super bien payé pour un truc ou un gros succès? En fait, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'ai été avec une équipe et j'ai été envoyé sur place. Donc, tu travailles pendant 1 mois non-stop, donc tu as des compensations et du coup, tu gagnes beaucoup d'argent à ce moment-là. En fait, en plus, on te paye un forfait. Par jour pour te nourrir et tout. Ouais, on te paye un forfait et c'est souvent très élevé. Et du coup, pourquoi? Ça dépend du pays en fait. Et quand on était en Ukraine, je crois que c'était 250 € par jour de défraiement? Ouais. Plus ce que t'as gagné combien pendant tout ce mois-là? Je sais plus, mais il y avait. Genre 10 000 €? Non, peut-être pas, mais 5 000 au moins. 5 000 €? Ou 7 000, ouais. 7 000 € plus les défraiements où en fait tu dépensais pas du tout 200 € par jour en plus. Ouais. Ouais, ou par exemple, pareil, au 7 octobre en Israël, on a été envoyé, j'étais déjà là-bas, mais nous, on devait avoir un hôtel le plus près possible de Gaza. Donc, j'ai dormi pendant 1 mois près de la frontière avec Gaza. Et pareil, tu étais défrayé. Pendant 1 mois, tu y étais? Ouais. Et du coup, c'était... là, dans ces moments-là, tu gagnes beaucoup d'argent, mais surtout, t'es vraiment très dans le feu de l'action. Enfin, tu vis des moments très intenses, quoi, parce que tu vis les débuts d'une guerre à chaque fois. En Ukraine et la guerre à Gaza, c'était à chaque fois les débuts d'une guerre, des événements planétaires. Et qui arrivent tous les jours. Et t'es dans des zones d'extrême danger. C'est que t'as certains reporters qui vont avec des fixeurs, des reporters qui sont des reporters de guerre, c'est leur métier, et eux ils vont au plus proche du front, etc. Exactement. Toi t'es, on va dire, un tout petit peu moins dans des zones d'extrême danger que ça quand même? Ouais, moi je suis un moins dans ces zones-là, mais j'aimerais être dans ces zones-là d'extrême danger, mais c'est un métier, reporter de guerre, qui... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est presque un autre métier, oui, ça. mais c'est un métier... Tu donnes pas ça à des jeunes journalistes de mon âge, souvent. Ok. Souvent, c'est des journalistes bien plus aguerris, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, Ok. qui vont... C'est peu de gens... En tout cas, en télé, c'est peu de jeunes journalistes que tu envoies sur le front, quoi, vraiment sur la ligne de front. Donc j'ai fait des terrains un peu dangereux, mais j'ai jamais fait des terrains vraiment sur la ligne de front. Tout ce métier, toutes ces 10 dernières années presque de journaliste, si c'était à refaire, tu le referais? Ouais, je le referais, mais avec quelques changements, bien sûr. Je pense que j'aurais un petit peu mieux préparé mon retour en France et plus mis en valeur mon expérience. Enfin, ça, c'est un truc perso, tu vois, mais j'ai l'impression d'être un peu trop timide, de pas savoir assez me vendre, alors que j'ai du background, j'ai de l'expérience que je peux faire valoir et que je devrais plus, tu vois, mettre en valeur. Ouais, une expérience en plus que, même s'il y a beaucoup de journalistes dans ces zones-là maintenant, que tout le monde n'a pas eu si jeune. Trop bien. Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? Ouais, DJ. DJ, c'est la semaine prochaine. C'est vrai? Ouais. Pas trop bien. C'est la semaine prochaine. J'ai un DJ qui vient sur combien ça gagne. On va voir, je suis très impatiente aussi.
Trop bien. Trop bien. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et bah, merci à toi, Lucas. C'était passionnant. J'espère que l'exercice t'a plu. Et puis, on refera sûrement sous plein d'autres formes le métier de journaliste. Il y a plein de trucs à dire, mais trop bien. Merci Super, beaucoup, Lucas. À la prochaine. Ciao.